Place au parti pris. Route, François, vous restez autour de la table. Abnous nous rejoint pour son parti pris international. Et c'est vous qui commencez Route avec votre parti pris politique. C'est vrai qu'en moins de 24 heures, s'est déroulé un incendie qui a toutes les apparences, faut rester prudent, mais d'un incendie criminel à Nice. 2 morts et en même temps dans la région lyonnaise à Dessines, cette fusillade dans un salon de thé, une pâtisserie qui a fait 3 morts et plusieurs blessés graves. Alors, le tout sur fond visiblement de narcotrafic. Il faut dire que les limites repoussées. Lyon et Nice, ce sont les 2 dernières villes victimes de ces dernières violences qui sont liées au narcotrafic. À Nice, il faut le dire, c'est encore le quartier populaire des Moulins qu'une véritable tuerie a eu lieu hier. C'est un individu sortant d'une voiture qui a enfourché une trottinette et roulé jusqu'à la place principale du quartier où se retrouvent les familles. Il a tiré son arme de sa veste et ouvert le feu. 2 pères de famille de 57 et 39 ans qui n'étaient pas en lien avec le trafic de drogue sont morts. Et 6 autres personnes, entre 23 et 53 ans, ont été blessées, dont 3 en urgence absolue. Et l'épisode tragique n'a pas duré plus d'1 minute. Ce bilan terrible en a rappelé immédiatement aux habitants un autre. Le 3 octobre dernier, une fusillade du même type dans le même quartier avait fait également 2 morts et 5 blessés. Depuis 2024, le niveau de violence a franchi un cap. Il y a eu déjà un incendie criminel lié au narcobanditisme qui avait coûté la vie à 7 membres de la même famille. Alors, pour enrayer cette violence, il y a une brigade de sécurité privée qui a pris les choses en main, qui patrouille depuis 2024. Il y a eu 16 vigiles qui patrouillent et qui ont fait des évacuations, des saisies de stupéfiants, parce qu'il fallait agir. En octobre dernier, c'est d'ailleurs le même procureur que celui d'hier qui a annoncé le lancement d'une enquête pour homicide en bande organisée. À l'époque, il y a donc 7 mois, le préfet avait expliqué que 3 points de deal avaient été démantelés et 300 personnes incarcérées. Hier, la police expliquait qu'il y avait eu en 2023 12 points de deal et qu'il en restait moins de la moitié aujourd'hui. Donc, l'explication que donnent aujourd'hui les autorités, c'est que c'est une lutte sanglante pour contrôler les points restants qui expliquent la nouvelle tuerie. Une lutte qui mêle, et ça c'est aussi très important, non seulement des équipes niçoises, mais aussi des équipes marseillaises. Alors, après l'ancien maire et Christian Estrosi qui avait déjà demandé des renforts de la police nationale, c'est Éric Ciotti, le nouveau maire, qui veut imprimer sa marque et qui a annoncé la création d'un commissariat de police municipale sur cette même place où a eu lieu la tuerie, et il a interpellé le Premier ministre cet après-midi. Monsieur le Premier ministre, les narcotrafiquants nous ont déclaré une guerre. Ils ont déclaré une guerre à la République. Cette guerre, je crains que nous soyons en train de la perdre. Plus nous serons répressifs, et il faut l'être, plus nous aurons une guerre de territoire qui s'organisera entre les différents réseaux. Plus vous avez des arrestations, plus vous avez une concurrence entre ces réseaux. Au fond, on le voit bien, on a un enjeu de résilience, d'endurance. Voilà, c'est une guerre d'endurance et c'est aussi ce que subit la ville de Dessines-Charpieu. C'est le quartier du stade du club de football de l'Olympique Lyonnais, tout près de Lyon. Plusieurs départs d'incendie à des étages différents qui sont à l'origine du sinistre d'hier. Une enquête qui est encore ouverte pour homicide volontaire en bande organisée. Et c'est après une autre série d'incendies. Ça s'appelle la méthode du paillassonnage. C'est-à-dire, ça consiste à intimider des individus devant leur domicile. Désormais, c'est ce que raconte le correspondant du Monde à Lyon, la guerre des stupes n'est plus confinée au milieu du banditisme. La violence surgit à tout moment dans tous les lieux. Et la méthode, c'est souvent l'embauche par le biais des réseaux sociaux de gamins qui peuvent venir de toute la France et commettre leurs délires ou leurs crimes. Alors face à cela, on ne peut pas parler d'inaction, parce qu'il y a une loi qui a été votée en juin 2025 et qui a comporté un certain nombre de mesures très importantes. Par exemple, le parquet national anticriminalité organisée, qui a été créé sur le modèle du parquet national antiterroriste. Les enquêtes sont désormais centralisées, donc plus efficaces. Les moyens d'enquête ont été renforcés, même s'il reste un point aveugle, puisque ce sont les surveillances des messageries cryptées qui ont été interdites par le Conseil constitutionnel. Il y a la saisie des avoirs criminels, le durcissement des sanctions pénales, et puis vous le savez, les chefs des narcotrafics qui donnaient des ordres depuis leurs cellules ont été mis à l'isolement dans des prisons de haute sécurité. Donc il y a une prise de conscience, il y a des moyens, il y a des nouvelles lois, il faut attendre qu'elles produisent leurs effets. Exactement. Non, mais c'est une guerre
guerre d'endurance et d'usure, effectivement. Mais aujourd'hui, c'est un constat. Les habitants de ces quartiers, à Nice, à Lyon, à Marseille, dans les villes environnantes, ils sont en danger. Ils sont étrangers au trafic et pourtant, ils risquent leur vie tous les jours. Et ça, c'est totalement inacceptable. Alors, même s'il y a des nouveaux moyens de lutte, je vous les ai expliqués, c'est un travail de longue haleine. Et à cette heure-ci, hélas, les trafiquants et leurs exécutants, par leurs méthodes extrêmes, sont plus rapides et sont plus forts. Il faut les déplorer, mais il faut continuer. Ça, il y a les prisons sécurisées aussi, dont on a vu de haute sécurité qui ont été créées. Beaucoup de choses sont faites. De choses sont faites. Et la centralisation des enquêtes, c'est très important parce que c'est ce qui permet de voir, par exemple, qu'à Nice, ce sont des Marseillais aussi qui interviennent maintenant, de la DZ Mafia et d'autres. Très rapidement, c'est pareil. Soit il faut y aller effectivement, à la salvadorienne, c'est-à-dire vraiment ratisser large, soit il faut légaliser. Peut-être pas au pied de la lettre, quand même. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Et là, on a vu qu'il y avait des résultats. Et encore, ils ne sont pas attaqués au sous. À l'argent, donc ça peut revenir à c'est dans la loi. Non, pas nous, au Salvador. Mais par contre, je conseille à tout le monde de regarder s'il n'a pas déjà fait cette série extraordinaire qui s'appelle The Wire sur écoute, qui se passe à Baltimore, qui est extraordinaire de réalisme. C'est la meilleure série de tous les temps. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Et la saison 3, si je me souviens bien, vous avez un épisode qui s'appelle Amsterdam, et je vous laisse découvrir la suite, c'est extraordinaire, où un policier qui n'en peut plus de la violence, qui touche les habitants, qui n'en peut plus du trafic de drogue, qui n'arrive pas à juguler, qui a 6 mois de la retraite, décide de prendre un quartier abandonné et d'autoriser la vente libre de drogue. Et on voit les résultats, et vous avez l'intervention du maire, et tout le monde et c'est l'intelligence et la subtilité avec laquelle c'est mis en scène. Et vous savez, moi, je fais partie de ces gens qui pensent que la fiction est ce qui nourrit le mieux les projets de demain. François, je ne sais pas si vous voulez dire un mot. Non, j'ai du mal à penser que tout ce qui est faisable est fait, honnêtement, quand on voit l'accélération de la violence, etc. Quand on entend le Premier ministre qui dit, avec les arrestations, finalement, on augmente le bazar, mais pardon, le président, on l'a pas entendu une fois sur ce sujet. Non. François, vous êtes injuste. Honnêtement, c'est d'abord le narcotrafic, c'est une pieuvre mondiale, internationale. C'est très compliqué. Je ne peux pas me résigner à ça. Non, mais il ne s'agit pas de se résigner, évidemment. Il faut Non, mais il ne s'agit pas de se résigner, il s'agit de continuer et d'augmenter les moyens et d'augmenter l'efficacité, en effet. Et quand je vous dis les messageries cryptées qui sont un point aveugle, c'est une vraie petite question quand même. Bref, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout d'accord là-dessus. D'accord, Amsterdam. Non, mais voilà. Mais il faut pas nier qu'il y a des efforts. Mais ils sont plus forts, ils vont plus vite, et c'est très très grave. François, votre parti pris économique, le blocage du détroit d'Ormuz et tout ce qu'on ne soupçonne pas, vous nous racontez une fable, celle du mouton et des roses. Je vais vous parler des pets de moutons. Figurez-vous que quand les moutons du Kenya ont des gaz, ça sent, je vous vois inquiet, ça sent littéralement la rose. Et c'est l'une des innombrables conséquences improbables de la guerre d'Iran. Le Kenya, c'est en effet le 4e exportateur de fleurs coupées. Et notamment dans les pays comme l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Qatar, les Émirats. Et du jour au lendemain, les exploitations kenyanes, certaines vendaient jusqu'à 1 million de tiges par semaine. Elles sont ultra productives. Eh bien, elles ont perdu leurs clients dans le Golfe parce que les hôtels sont désertés, les clients sont partis, la vie sociale évidemment est ralentie, les transports aériens indispensables pour les fleurs fraîches se sont interrompus, le peu qui a été maintenu, les prix ont été multipliés par 3, et c'est exactement la même chose pour le thé noir, qui est l'autre marché à l'export du Kenya. Conséquence, des brassées de roses fraîches impossibles à vendre ont été données à manger aux moutons. Et on voit bien que les conséquences de ce blocage, en fait, elles sont... Et les moutons payent sans doute moins cher les roses que certains touristes. Ils les ont à l'œil. C'est un meilleur goût, peut-être. C'est pas non plus. Et les conséquences du blocage, on voit donc qu'elles sont très très nombreuses sur tous les continents. Et au Vietnam, on diminue le temps de travail, aux Philippines également, au Pakistan, on passe à la journée de la semaine de 4 jours. Le matériel chirurgical manque au Japon. Sur tous les continents, il y a des conséquences. À la racine de ce bazar planétaire, c'est bien sûr le détroit d'Ormuz, qui est l'une des artères essentielles de la mondialisation qui a été mise à mal. Or, une chaîne, elle est précisément aussi solide que le plus faible de ses maillons. Et c'est Ormuz en ce moment. En réalité, c'est toute l'infrastructure de la mondialisation qui est mise à mal. On en a parlé ici déjà une fois. Tous les détroits, les points de passage, c'est bien sûr celui de la mer Rouge avec les attaques des Houthis, c'est Malacca. Christian Macarian parlait l'autre jour du fait que les riverains veulent maintenant le faire payer
80 000 navires par an y passent. La mer de Chine, la mer d'Azov, la mer Baltique, le Groenland, tout cela, au fond, subit la pression croissante des riverains, surplombée par la rivalité entre les États-Unis et la Chine qui agissent par proxy intermédiaire. C'est d'autant plus problématique que sur les 30 dernières années, les chaînes d'approvisionnement se sont considérablement mondialisées. Dans un objet ordinaire, une voiture, il y a plusieurs dizaines de pays qui interviennent aux différents stades de fabrication de l'objet. La vulnérabilité de l'économie mondiale est donc anormalement élevée au sortir d'une longue période de mondialisation comme celle qu'on a connue. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout se détraque en ce moment ? Il faut forcément venir à la géopolitique, évidemment, à cette période tout à fait exceptionnelle pendant laquelle les États-Unis avaient un statut unique d'hyperpuissance et créaient un bien immatériel dont nous avons besoin, la sécurité. Ils n'assument plus leur rôle. Dans le même temps, la Chine monte, et c'est ça qui provoque tous ces dérèglements et qui font que les chaînes d'approvisionnement sont en train, les chaînes de sous-traitance mondiale sont en train de se reconstruire parce qu'elles ont plié sous la poussée de la reconstitution. Et qui fait que les moutons, désormais, mangent des roses. Voilà. Amnous, votre parti pris international. Alors, vous revenez sur la visite, les déclarations fracassantes parfois d'Emmanuel Macron en Afrique de l'Est, et vous nous parlez d'un malentendu africain, lequel ? Mais oui, il était à Nairobi, au Kenya. Le président français s'est transformé en ambassadeur d'une France qui voudrait qu'on l'aime enfin autrement que comme l'héritière d'un empire, autrement que d'une puissance qui a dû quitter la région du Sahel par la petite porte. Je continue à considérer que d'avoir quitté le Burkina Faso, le Mali, le Niger, après les 3 côtés successifs, d'avoir laissé la place aux opportunistes mercenaires russes, Wagner, à toute cette propagande anti-France et aujourd'hui aux djihadistes destructeurs, c'est une faute morale, symbolique et humanitaire. Bref, autrement que comme cette ex-métropole qui distribue des leçons de démocratie sans être capable de les appliquer sur place. Eh bien, et il est arrivé, et honnêtement, moi j'ai vu des images qui m'ont plutôt plu, dont j'étais même jalouse. Le président français qui a couru avec Eliud Kipchoge, le plus grand marathonien de l'histoire, j'étais très jalouse. Il a dansé, il était détendu, il était cool, pardonnez cette familiarité, mais il était presque Obama, presque, parce que Obama, il n'a pas besoin de se forcer pour être Obama. Et pourtant, tout avait mal commencé. Pour moi, ça, c'est l'image qui malheureusement entache cette visite. On peut que la regarder. Excuse me, everybody. Hey! I'm sorry, guys, but it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise. So this is a total lack of respect. So I suggest, if you want to have bilaterals or speak about somebody else, something else, you have bilateral rooms or you go outside. If you want to stay here, we listen to the people. And we play in the same game. Okay? Thank you. Alors, est-ce que j'ai besoin de préciser que c'était exactement ce qu'il fallait pas faire ? Donc, ça sonne vraiment comme le réflexe de la France éternelle. Il n'était pas invité, il monte sur scène, la présentatrice dit « Non, mais vous parlez pas tout de suite », et dit « Non, mais je m'en occupe ». Il prend un micro, et puis là, il explique, il arbitre, il explique. Moi, je sais, vous savez, c'est l'élève en classe qui lève le doigt avant que la question, avant qu'on soit fini de poser la question. Et tout le monde décède, les premiers de la classe. Il est applaudi quand même. Il est applaudi. Oui, il est applaudi, il est hué aussi. Mais enfin, vous faites pas ça. Et le problème, c'est que il est pas en Afrique francophone, il est en Afrique anglophone, et que des pays comme le Kenya où il était, mais l'Éthiopie, le Nigeria et le Rwanda qui étaient aussi invités, c'est des pays qui n'ont pas les mêmes cicatrices que les pays de l'ex-empire colonial. Donc eux, ils peuvent regarder Emmanuel Macron, d'ailleurs c'est ce qu'ils font d'égal à égal, parce que Emmanuel Macron, il est là pour les courtiser. Eux, ils sont déjà en commerce avec Pékin, ils sont déjà en négociation avec Washington, et ils ont déjà les investissements du Golfe. Donc en gros, pour le faire simple, Emmanuel Macron était là pour les séduire. Et il a essayé, parce qu'évidemment, il a répété, et ce qu'il fait, et il l'a dit, et il le dit depuis 2017, il a répété, il le dit, il l'a encore martelé à Nairobi. Depuis 2017, la France-Afrique est morte, la restitution des œuvres pillées est en marche, le travail de mémoire est là. Il a rappelé son discours de Ouagadougou, où il promettait une relation d'égal à égal, mais où il n'a pas pu s'empêcher à ce discours-là de dire, Premier ministre, il est pas là, il est en train de réparer la clim. Non mais, sérieusement, et au fait, quelque part, il refait la même erreur. Tout cela est vrai, les efforts sont vrais aussi. Mais il est indispensable, et c'est là
où vraiment, très sérieusement, que la France se tourne vers l'Afrique de l'Est, parce que ce sont des pays qui sont dynamiques, ce sont des pays qui sont jeunes, qui sont entrepreneuriales, et que les hommes d'affaires français apprennent à travailler autrement que sous le haut patronage de l'Élysée. Moi, je pense que dans nos relations avec globalement tous les autres pays non européens, c'est l'omniprésence de l'État. Elle vient avec une histoire, elle vient avec quelque chose, elle tue, parce que ces pays-là, c'est des jeunes, des entrepreneurs, ils veulent des hommes d'affaires qui leur parlent d'égal à égal, pas derrière l'homme d'affaires, vous savez, le chef d'État qui les regarde en validant ou validant pas. Donc une espèce d'indépendance, alors là je joue la super libérale, entre le commerce, ça peut marcher. Mais pour réussir à ça, il faudrait peut-être commencer par une chose très simple qu'Emmanuel Macron n'a pas encore tout à fait réussi. Se taire quand on ne vous a pas invité à parler, écouter avant de séduire, comprendre avant de charmer. Ça, je pense que l'histoire retiendra que ça a été l'un des grands défauts d'Emmanuel Macron. Et rappeler aussi que la France est quand même une certaine idée, pour ne pas dire une grande idée de la liberté et de la dignité humaine, qui devrait la rendre désirable sur le continent africain, mais aussi sur tous les autres continents. Donc évidemment, je ne peux pas ne pas m'empêcher et parler évidemment de l'Iran, où les Iraniens réclament de vivre en République comme nous avons la chance de le vivre, et que ça, il y a de quoi nous rendre désirables, mais qu'avec ce genre d'attitude, on tue le désir. Le charme sans la réalité, je l'ai déjà dit, mais c'est du tirisme diplomatique. Et je rappelle que l'Afrique anglophone, d'ailleurs nulle part ailleurs non plus, n'a pas besoin de touristes, mais de partenaires fiables et solides. Et là, on n'a pas fait entièrement preuve de solidité. Oh. Le contrôle, l'obsession du contrôle. Il dérape. Non, mais voilà, on ne contrôle pas tout. C'était plutôt une bonne idée c'était plutôt une bonne idée d'organiser ce sommet. Mais c'est ce que je dis. Mais il fallait fallait présenter, mettre en contact, parce que il se passe énormément de choses dans ces 4 pays. Moi, je suis admirative de ce qui se passe au Rwanda, admirative de ce qui se passe au Kenya, au Nigeria, au Kenya, c'est extraordinaire. Et là, il y avait une autoroute, pardon. Et là, de venir faire le maître d'école ou l'élève premier de la classe, gâté, non. Il y a eu beaucoup d'autres choses dans ce voyage. Je l'ai dit aussi. C'est vrai que peut-être que... Je l'ai dit aussi. Mais les symboles ont quand même leur importance. Peut-être une maladresse. L'obsession du contrôle, dit Ruth. Oui, il y a une forme il faut s'empêcher parfois. C'est difficile. Mais un homme politique, ça s'empêche aussi. C'est important. Parfois, il faut s'empêcher, même si c'est pas exactement ce qu'on veut. Merci à vous trois pour ces partis pris et merci à vous de nous avoir suivis.